Bonjour, je vais corriger les exercices de TD sur les mouvements des particules chargées dans un champ électrique et magnétique. Et donc le premier exercice, c'est le microscope électronique à balayage. Donc je l'ai déjà corrigé avec vous, mais si on ne sait jamais, hein, si vous avez eu des problèmes de connexion, vous avez eu du mal à prendre des notes, et ben vous avez le corriger intégral dans cette vidéo. La première question, on applique une tension entre les deux armatures et on vous demande sur quelle armature les électrons doivent-ils être émis sachant que leur vitesse initiale est nulle. Donc vous avez Y, une armature qui s'appelle 1, une armature 2, celle-là et ça c'est suivant cet axe-là, c'est X, on va dire c'est 0, et la distance entre les armatures c'est petit d. Et la tension qu'on impose, elle est comme ceci, et c'est U. Eh bien, pour répondre à cette question, en fait, je vais reprendre ce qu'on sait déjà sur les condensateurs. Donc c'est comme un condensateur. Donc ce qu'on a vu en cours, c'est que si on a une tension U comme ça, par convention, I est comme ceci. Et I, c'est le déplacement des charges positives. D'accord. Donc si j'impose une tension U comme ça, les charges positives elles vont se déplacer dans l'autre sens. Et comme là on vous parle d'électrons, les électrons eux ils se déplacent en sens inverse des charges positives, donc dans le même sens que U. Donc si y a des électrons qui sont émis, ils sont forcément émis par l'armature numéro 2. Donc les électrons sont émis par l'armature numéro 2. Voilà, on aurait pu le voir un petit peu différemment. Imaginons, il y a plein de charges positives qui se répartissent sur cette armature. Donc l'électron, forcément, il va se diriger vers cette armature-là et être repoussé par l'armature où il y a plein de charges négatives. Donc ça répond à la question 1. La question 2, le potentiel entre les armatures vérifie une équation, vous verrez ça l'an prochain. C'est la dérivée seconde de V est nulle par rapport à Y. J'en déduis que V est une fonction affine, donc c'est AX plus B. La démonstration est très simple, vous intégrez une première fois, donc ça fait une constante, et qui vaut petit a, et quand vous intégrez une seconde fois, vous avez une deuxième constante qui apparaît, le a devient 1 fois x, 1 fois y, pardon, c'est y. On déduit l'expression de base. Alors, ce que je sais, c'est que V de x, ça vaut 0, et V de... excusez-moi, V de 0, ça vaut 0, et V de d, ça vaut grand U, d'après l'énoncé. Donc, assez rapidement, voilà, je ne détaille pas le calcul, vous trouvez ceci, Ux sur petit d. Il suffit d'écrire les deux conditions, enfin c'est quasi immédiat, on trouve que A, ça vaut U sur D. J'en déduis le champ électrique. Alors le champ électrique, on vous donne une relation, que là aussi vous la verrez l'an prochain, mais je peux déjà vous la donner, vous pouvez la mettre en œuvre. Le champ électrique, c'est le gradient de V avec un signe moins. Et comme V ne dépend que de Y, c'est Y, je ne sais pas pourquoi je mets X. Ça fait 0, et U sur D, 0 suivant EX, EY, EZ, et on trouve moins U sur D, E de Y. Voilà, donc on vous donne le résultat dans l'énoncé. Dans le sujet de concours initial, évidemment, il n'était pas ce résultat.
Je vous mets le résultat initial pour aider à faire la suite de l'énoncé. Alors on se place dans le cadre de la mécanique classique et on vous demande la vitesse des électrons lorsqu'ils arrivent sur la l'armature numéro 1. Donc quand vous avez ce type de problème à résoudre, donc là je mets une tension U, l'électron il sort de cette armature sans vitesse initiale et il va être accéléré par la tension. Quand vous avez ce type de question, on vous pose ce genre de questions, utilisez un argument énergétique. L'énergie potentielle d'une charge, donc ça c'est du cours, hein, c'est Q fois V, où Q c'est la charge en question et V c'est le potentiel où elle est. Voilà. On va simplement écrire l'énergie mécanique sur l'armature numéro, en fait c'est 2, on commence par l'armature numéro 2, et bien ça vaut quoi? Ça vaut Q fois le potentiel de l'armature numéro 2, et Q ça vaut moins E. Donc je vais l'écrire directement. Plus son énergie cinétique, qui est négligeable. Alors, en fait, pour l'écrire correctement, il faudrait dire par rapport à quoi elle est négligeable. En fait, elle est complètement négligeable par rapport à l'énergie cinétique qu'aura l'électron quand il va arriver sur l'armature numéro 1. Donc ce terme-là, il faudrait préciser, hein, c'est négligeable devant EC1. Donc l'énergie cinétique qu'il aura quand il arrivera sur l'armature numéro 1. L'énergie mécanique sur l'armature numéro 1, c'est moins E fois V1, plus, donc je détaille, c'est 1 demi de M, la vitesse, c'est V carré. Donc c'est de l'énergie cinétique qu'a l'électron lorsqu'il arrive sur l'armature numéro 1. Et comme on a conservation de l'énergie mécanique, on a 1 demi de mv carré moins EV1 qui est égal à moins EV2. Et tout calcul fait, vous trouvez V égale 2E sur M, et ici vous avez V1 moins V2. Et on vérifie que V1 moins V2 justement, c'est U et c'est positif. Donc tout va bien. Question 5. On vous demande de faire une application numérique. Donc je vais la faire. Et donc j'ai fait l'application numérique et je trouve 185 millions de mètres par seconde. Donc c'est non négligeable par rapport à la vitesse de la lumière qui, je vous rappelle, c'est 3 10 puissance 8. Donc là on est presque à plus de la moitié de la vitesse de la lumière. C'est pas mal. Ce qui fait que le calcul qu'on a fait, qui est un calcul de mécanique classique, eh ben, il est pas valable. C'est ça que ça veut dire. Il a donné à peu près le bon ordre de grandeur, mais c'est pas valable. Donc c'est comparable. Plutôt c'est environ égal à la vitesse de la lumière divisée par 2. Donc c'est très très important. Pourquoi est-ce qu'on arrive à des vitesses aussi grandes? C'est parce que l'électron est en fait à une masse tellement petite que la moindre force l'accélère considérablement. Pour calculer la longueur d'onde, on va utiliser une relation qui est donnée dans l'énoncé, donc qu'on reverra quand on fera le cours de mécanique quantique. C'est la quantité de mouvement d'un système, c'est h sur lambda, où lambda c'est une longueur d'onde qui lui est associée. Et ça vaut aussi mv en mécanique classique. V je connais, m je connais, donc je peux en déduire lambda. Donc lambda c'est h sur mv, et h c'est la constante de Planck qui vaut à peu près 10 moins 30, on vous donne h sur m, c'est 7 10 moins 4 en unité internationale, et h c'est de l'ordre de 10 puissance moins 32. Donc c'est vraiment tout petit. Et quand on fait l'application numérique, voilà, je trouve une longueur d'onde de l'ordre du picomètre. Donc c'est vraiment tout petit. Le picomètre, c'est à peu près la taille on arrive à peu près à la taille du noyau. Donc c'est vraiment tout petit. C'est à peu près 1000 fois plus petit qu'un atome. La longueur d'onde est ainsi accélérée.
Alors, comme on a vu à la question 4, la mécanique classique n'est plus valable quand on se déplace à des vitesses qui sont proches de la vitesse de la lumière. Un C sur 2, hein, c'est absolument énorme comme vitesse. Donc on vous propose un calcul de relativité restreinte et on vous donne toutes les formules. Et ce qu'on va refaire, enfin ce qu'on peut refaire, c'est refaire le raisonnement énergétique, mais cette fois-ci avec les formules de la relativité restreinte. Donc l'énergie mécanique, lorsque je suis sur l'armature 2, donc c'est moins E fois V2, plus l'énergie cinétique, qui vaut gamma moins 1, donc c'est, on va dire gamma 2 moins 1, mc carré. Et donc ce terme, en fait, il vaut toujours 0, parce que à vitesse très faible, le gamma, en fait, est quasiment égal à 1, donc reste toujours négligeable. En fait, je pourrais, tant que l'électron se déplace pas rapidement, je veux toujours utiliser la formule de la mécanique classique, hein, parce que la mécanique classique et la relativité restreinte se rejoignent lorsque la vitesse est toute petite. Hein, donc j'aurais pu aussi invoquer cet argument-là. Voilà. Et donc ça fait gamma moins 1 mc carré. Et de la même façon, je dis que l'énergie mécanique se conserve. EM1 égale EM2. Et ça implique que gamma moins 1 mc carré, c'est égal à EV1 moins V2. Donc c'est-à-dire E fois U. Et quand on regarde, gamma en fonction de EUMC, donc EUMC, ouais c'est bon. Donc gamma, ça vaut 1 plus EU sur mc carré. Donc cette fois-ci, on peut faire une application numérique. Alors ça donne... Alors, quand on fait l'application numérique, on trouve 1,19. Et donc c'est pas mal. Hein. Ça veut dire que on pourrait calculer la vitesse, puisqu'on vous donne l'expression de gamma, donc je l'écris. Je ne demande pas. Voilà, donc à partir de là, on peut en déduire la vitesse de l'électron en accord avec la relativité restreinte. Et je peux en déduire la longueur d'onde. Donc cette fois-ci, je vais écrire que h sur lambda, donc c'est la quantité de mouvement, c'est gamma mv. Et donc je peux en déduire la longueur d'onde. Lambda, c'est h sur gamma mv. Et gamma, c'est égal à... Et pour avoir v, en fait, il faut utiliser la relation qui est encore ici. Donc cette fois-ci, on va isoler v pour avoir son expression en fonction de gamma. Donc c'est gamma m, et la vitesse, ça vaut... Alors tout calcul fait... Alors, j'ai fait le petit calcul là dans la marge. Donc la vitesse, donc je ne l'ai pas fini le calcul, mais il suffit juste de mettre le c ici, de prendre la racine. Ça fait c racine de 1 moins 1 sur gamma carré. Donc ça peut se simplifier, parce que quand je rentre le gamma dans la racine, ça va donner gamma carré, et ça fait donc h sur mc racine de gamma carré moins 1. Et là, on peut refaire l'application numérique pour voir si on arrive à quelle valeur de longueur d'onde on arrive. Et on trouve 3,50 3,5 fois 10 puissance moins 12 mètres. Donc c'est quasiment la même valeur que tout à l'heure. Donc on avait le borne d'ordre de grandeur, même avec un calcul de mécanique classique. Et en faisant ça, j'ai répondu à la question 7. Donc la question 6 et 7, je les ai traitées en même temps.
Conclure d'une part sur les gains précision du modèle relativiste. Donc le gain, il n'est pas spectaculaire pour c'est un petit peu, ça affine un petit peu la valeur, mais les ordres de grandeur, ils sont les mêmes. Et l'avantage du microscope électronique, c'est comme la longueur d'onde est beaucoup plus faible, a priori, je peux voir des objets qui sont beaucoup plus petits. C'est le cas en microscopie optique. Les objets les plus petits que vous pouvez voir, ils sont de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. Donc c'est de l'ordre du micromètre. En dessous, vous allez avoir des problèmes de diffraction, et donc les objets qui sont plus petits, en fait, vous voyez une tache à la place. Et ici, on a une longueur d'onde qui est vraiment toute petite. Ça veut dire que potentiellement, on peut voir des objets qui sont aussi petits que ça. En particulier, avec de tels microscopes, normalement, on peut voir des atomes. Donc ça vous donne un petit peu la résolution de ce type d'instrument. Donc ce qu'on peut écrire, c'est résolution et de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. De la longueur d'onde. On peut donc voir des objets beaucoup plus petits avec un microscope électronique. Beaucoup plus petit qu'avec un microscope optique. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas que des microscopes électroniques à balayage? Parce que c'est beaucoup plus compliqué à utiliser. Quand l'échantillon il doit être mis sous vide, donc ça, tout de suite ça complique. Il faut mettre l'échantillon sous vide, il faut faire le vide, ça prend un certain temps. Quand vous avez fini de regarder votre échantillon, il faut le sortir du vide. Ça veut dire aussi que dès que vous avez un échantillon vivant, vous observez une cellule en activité, sous vide c'est pas possible. Vous ne pouvez visualiser que des objets qui sont inanimés. Donc ça a des avantages mais aussi des inconvénients. Alors pour réaliser un microscope électronique à balayage, on utilise l'équivalent de lentilles. Et ces lentilles sont constituées de bobines, et c'est ça qui est étudié à partir de la question 9. Alors, il faut justifier que le mouvement de l'électron est uniforme, et on écrit simplement on écrit la puissance de la partie magnétique de la force de Lorentz. Donc ça, vous devez le savoir que la partie magnétique s'écrit comme ceci. Et ce vecteur-là, il est perpendiculaire par définition du produit vectoriel, perpendiculaire à V. Donc forcément la puissance de la force magnétique est nulle, et donc si j'applique le théorème de l'énergie cinétique, ça ne peut pas accélérer la charge ni la ralentir. Elle va garder une vitesse constante. D'après le TEC, c'est la puissance des forces extérieures. On a EC qui est constant, donc la vitesse. Donc V est constant. Et le mouvement est uniforme. Mouvement uniforme, ça veut dire que la vitesse, elle est constante. L'électron ne se déplace pas forcément en ligne droite, ça fait des courbes, mais à vitesse constante. Question suivante. On admet que la trajectoire est circulaire et on vous demande de faire apparaître V0 et B sur le schéma. Et après, on déterminera le rayon. Donc ce que je vais faire, c'est que je traite les questions 10 et 12, 10 et 11, pardon, dans la foulée. Et je vous proposerai deux méthodes pour trouver le rayon. Donc là, si l'électron est... Je mets V0 comme ceci. Donc là, vous avez V0. Le champ magnétique, je vais le faire perpendiculaire à la feuille.
vers vous, et je peux utiliser la règle de la main droite. Donc c'est QV, alors comme l'électron est négatif, QV, c'est comme ceci. Le champ magnétique, donc c'est vers vous, et donc la force qui s'exerce, elle s'exerce comme ceci. Et Q, en fait, c'est moins E. Hein. Et donc la trajectoire, elle est forcément, c'est un cercle. Bon, c'est pas très bien, c'est pas un joli cercle, mais ça a cette allure-là. Hein, pour la force, la trajectoire de l'électron. L'électron est ici. Et on vous demande le rayon de la trajectoire. Et bien ce que je vais écrire, c'est simplement que la force qui s'exerce ici, c'est m fois l'accélération centripète. Et donc vous avez moins mv carré sur r. C'est qv vectoriel b. En fait, je vais écrire qvb. Attention, quand j'écris ça, évidemment, je manque vraiment de rigueur. Mais par contre, notez quand même la rapidité d'exécution. Hein. J'ai tout de suite le résultat qui tombe. Hein. Donc attention à la rigueur. Donc j'ai répondu donc à la question 11. Je fais rapidement le calcul dans le cas rigoureux. Donc c'est quand on écrit le PFD, donc là je vous laisse l'écrire, on a mx seconde, my seconde. Donc ça je détaille pas trop pour aller plus vite. Donc c'est QV vectoriel B et ça fait moins E y point fois B. Et ici ça fait E x point fois B. Alors ici je vais mettre moins E moins E. Je peux l'écrire comme ça. En fait c'est pour avoir la charge ici. Plus. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Ouais, normalement c'est bon. Je pose z égale x plus i, y. Et ce que je peux montrer alors, c'est que z point, donc c'est x seconde plus i, y seconde, ça vaut, je remplace. Ici ça vaut moins e sur eb sur m. Y point, attention, plus y seconde, ben ça fait e b sur m x point. Donc finalement je l'écris comme ça, hein, je l'écris pas comme ça. Je mets eb sur m i en facteur et ça fait x point sauf erreur plus i y point. Vous vérifiez que c'est bon, en fait, pour le vérifier, vous réinjectez, vous redistribuez le i dans la parenthèse, et ça fait bien ix point, et le i carré devient moins 1, et ça colle. Donc, et quand vous avez fait ça, bah, ce que vous remarquez, c'est que ce que vous avez ici, ce n'est rien d'autre que z point. Et la solution et z point est donc solution d'une équation différentielle du premier ordre, donc je l'écris. A exponentielle moins i eb sur m fois t, il y a un plus. Je vérifie quand même qu'il n'y a pas d'erreur. Ouais, c'est bon. Et la constante A, ça vaut V0 avec x de 0 égale y de 0 égale 0. Donc je prends l'électron au centre du repère, donc ça c'est pas compliqué, hein, il suffit de choisir le repère convenablement, et je vais prendre x point de 0 qui vaut V0 et y point de 0 qui vaut 0. Donc initialement, avec les conditions initiales, ça c'est x, ça c'est y, et votre charge est initialement ici et part avec une vitesse V0. Ça c'est les conditions initiales. Bon, je détaille pas. Une fois qu'on a ça, on a z de t, on a un primitive, donc ça fait mv0 sur b,
exponentielle IEB t sur m, plus une constante. Quand je dérive, normalement il y a moins i qui apparaît. Je vérifie que c'est bon. Je crois que c'est... Donc si je dérive, ça fait apparaître... Ça fait carré. Ouais, ça marche. Et la constante, cette constante-là, elle vaut mv0 sur eb fois i. On écrit simplement que initialement z de 0 ça vaut 0. Vous montrez rapidement que ça vaut ce truc là. Et finalement on trouve cette expression pour la fixe complexe. Et ce truc là on l'interprète comme le rayon. Et pourquoi c'est un rayon? Parce que ici vous avez un complexe de norme 1 qui tourne à la pulsation, à la vitesse angulaire EB sur m. Donc c'est comme il est de norme 1, et bien quand je multiplie par ce truc là, ben ça fait un électron qui parcourt une trajectoire circulaire de ce rayon là dans le sens horaire, donc ça confirme dans le sens trigo, pardon, ça confirme ce résultat là. Et on retrouve la relation qu'on avait trouvée en 2 secondes. Alors je me rends compte qu'il y a quand même un truc qui ne va pas. C'est que lorsque j'écris ce truc là, donc j'ai bien fait de préciser que c'était pas très rigoureux, il faudrait mettre des valeurs absolues, parce que Q ça vaut moins E. Il faut faire juste attention aussi. Donc voilà le calcul rigoureux. Donc je peux passer à la question 12. Qu'est-ce que ça devient dans le cas relativiste? Alors on vous demande pas un calcul parfaitement rigoureux. En fait on va l'écrire, je vais remplacer mv par gamma mv. Donc le cas relativiste, c'est comme si l'électron était plus lourd. M par gamma m. Alors à la question 13, on vous demande dans quelle zone le champ magnétique est le plus intense. Évidemment, c'est au niveau de la bobine. Donc c'est à l'intérieur de la bobine. Donc si vous avez passé un IRM, ça vous le savez. Question 14, on va appliquer le PFD. Le référentiel, je vais prendre terrestre supposé galiléen. Le bilan des forces, je vais négliger le poids. Et donc il n'y a que la force magnétique, c'est QV vectoriel B. Donc c'est une très bonne approximation. La force magnétique, là, elle est incomparablement plus importante par rapport au poids. Je vous rappelle que l'électron, il pèse quasiment rien. Et quand j'écris le PFD, donc ça fait M1 égale QV vectoriel B. Et je vais projeter ça en coordonnées cylindriques. Donc ça fait M R seconde moins R θ point carré, suivant E de R. Ici, ça fait M de R point θ point plus R θ seconde, suivant E θ. Et MZ seconde, suivant EZ. C'est Q. J'écris la vitesse en coordonnées cylindriques, vectorielles. Alors le champ magnétique, il a qu'une composante suivant, enfin il a des composantes suivant E de R et E de Z. Et donc je calcule ce produit vectoriel.
Alors la charge elle vaut moins E, donc puis ça vaut moins E. Donc suivant E de R, je vais avoir quoi? Je vais avoir Rθ point fois B de Z et avec un moins E, moins E Rθ point B de Z, suivant E de R. Suivant E de θ, je vais avoir moins E Z point B de R. Donc ça fait moins E Z point B de R. Plus ER point B de Z, ça c'est suivant θ, et suivant E de Z, il y a ERθ point B de R. On vérifie avec l'énoncé, donc celle-là c'est bon, celle-là a priori c'est bon aussi, et celle-là sur M, Z.BR moins, ouais c'est bon. Ça, je me suis pas trompé. Il y a juste ce terme-là qui n'a pas la forme donnée par l'énoncé. Mais en fait, je vais quand même encadrer le résultat. On peut remarquer la chose suivante. Alors, comme on vous donne l'équation dans l'énoncé, c'est pratique. Hein, vous pouvez partir de ça et vérifier que ça marche. Quand je dérive par rapport au temps, R carré θ point, ça fait 2R R point θ point, plus R carré θ seconde, et ça vaut R fois 2R point θ point, plus R θ seconde. Mais c'est exactement la composante de l'accélération suivant le θ. Du coup, je peux remplacer ce que j'ai encadré en rouge par D sur D de T de ça sur R. Et c'est exactement ce qu'on vous demandait dans l'énoncé. Donc ça, je l'écris pas, mais il y aurait juste à l'écrire, et puis c'est terminé. J'ai répondu à la question 14. Question 15. Alors on admet que ça mène à une équation qui est donnée dans l'énoncé, et on vous demande de montrer que ça c'est équivalent, hein, il faut qu'on la travaille un peu cette expression, à la loi qu'on a pour la lentille, hein, la relation de conjugaison qui à partir d'un objet vous donne la position de son image. Donc je vais simplement partir de la relation qui est donnée par l'énoncé, et je vais intégrer ce truc-là. Alors avant d'intégrer, je vais multiplier par D de Z, et je vais intégrer de moins Z0 à Z0. En fait, c'est la zone de champ fort, de champ magnétique fort. Avant moins Z0, il ne se passe pas grand-chose, et après Z0, il ne se passe pas grand-chose, l'électron se déplace en ligne droite, et il est vraiment dévié que entre moins Z0 et Z0. Et ben ça va être assez facile de trouver une primitive, puisque c'est une dérivée seconde. Une primitive, c'est D2R sur D2Z, évalué entre moins Z0 et Z0. Ça vaut tout le terme constant, je vais le sortir, donc ça fait moins E carré R0 sur 4m carré V0 carré, l'intégrale de moins Z0 à Z0 de BZ carré D2Z. Et ce truc-là, en fait, il est constant. Je continue mon petit calcul. Et D2R sur D2Z, si on regarde, c'est rien d'autre que la pente. Hein, si vous avez ici l'axe DZ, ici vous avez petit r, donc la distance à l'axe. Je ne me préoccupe pas de l'angle θ. Ça fait la trajectoire de l'électron, ça fait un truc comme ça. Moins Z0, c'est ici, Z0, c'est là. La bobine, elle va se trouver quelque part par là. Le bobinage, il est là. Si on... à peu près par là. Donc la zone de champ fort, elle est ici. Et elle est significative entre moins Z0 et plus Z0. Donc le 0, il est là.
Et D2R sur D2Z, quand je suis de ce côté-là, en moins Z0, et ben c'est rien d'autre que la pente de ce truc-là. Donc c'est si j'ai le point A, ici j'ai le point O, c'est rien d'autre que R0 sur la distance AO. Donc D2R sur D2Z, évalué en moins Z0, c'est R0 sur AO. AO est compté positivement. Hein. Quand je vais de A à O, je vais bien dans le sens de l'axe des Z. Et on peut dire la même chose en Z0. Et donc ça vaut, cette fois-ci, la pente est négative, donc ça fait R0 sur, ici c'est A', l'image, sur moins OA'. Donc ça, je vais utiliser cette relation. Et je vais travailler un peu ce terme-là. Donc c'est D2R sur D2Z évalué en Z0, moins D2R sur D2Z évalué en moins Z0. Ça vaut cette fameuse intégrale. Voilà, donc je recopie rapidement. Et je remplace, ici ça vaut... ce terme-là, hop, je le remplace. Ce terme-là, je le remplace. Et on trouve R0 sur OA' plus R0 moins, pardon, R0 sur AO. Ça fait ce terme-là, que il faudrait le recopier. Et ce que je vois, c'est que le R0, il va se simplifier. Donc j'écris que le R0. Hein, ce qu'il y a à côté, je l'écris pas. Et donc finalement, j'ai l'équation suivante. Ici, je vais faire une petite transformation. Le moins AO, ça fait plus OA. Donc ça fait 1 sur OA, moins 1 sur OA'. Ça fait moins E carré sur 4 M carré V0 carré, l'intégrale de moins Z0 à Z0 de BZ carré des 2Z. Et ça donne finalement, ici on... Et quand j'écris ce truc-là, ce truc-là, c'est rien. On peut l'interpréter comme une relation de conjugaison, hein, effectivement. 1 sur OA' moins 1 sur OA, c'est égal à 1 sur OF', où OF' ce serait la distance focale. Donc on peut en fait la calculer. La distance focale, c'est l'inverse de ce truc-là. Bon, j'écris pour la énième fois ce truc-là. Voilà, donc on a bien un comportement type lentille. Question 16. Je pense que ça... La question c'est quels sont les paramètres qui permettent d'influencer la distance focale. Il y a un paramètre qui apparaît ici. C'est la vitesse des électrons. C'est-à-dire que si les électrons vont très rapidement, eh bien, comme c'est au dénominateur du dénominateur, ça va augmenter la distance focale. Et si vous augmentez le champ magnétique, donc ce terme-là il augmente, et donc ça va diminuer la distance focale. Donc ça c'est assez normal. Plus vous augmentez le champ magnétique, plus vous allez dévier les électrons, et donc plus ils vont converger rapidement après la lentille. Donc on peut jouer sur V0, donc c'est la tension accélératrice, et B, le champ magnétique. Voilà pour ce premier exercice.